Bonjour Louis Orenga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général d'Interfel pour les fruits et les légumes frais, mais vous avez une autre casquette qui est que vous êtes président de l'association Stratégie et Communication Collective. Et donc on va parler de ce dont vous traitez en permanence, c'est-à-dire les crises. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en quelque sorte un monsieur crise? C'est pas très flatteur, je préférais être un monsieur non-crise. Monsieur non-crise. Mais voilà. il se trouve qu'effectivement, il arrive parfois qu'on doive être face à des situations compliquées qui s'imposent parfois aux agriculteurs ou aux filières. Et effectivement, dans ces cas-là, on est obligé d'avoir des réponses à des demandes ou à des attentes de la société. Oui, alors parce qu'avec vous, on ne parle pas de la crise économique, etc. On parle de crise sanitaire, de crise d'image, de crise dans la vente des produits. Et des crises, il y en a eu. Crise de la vache folle, la crise aviaire et bien d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Comment vous définiriez la notion de crise sanitaire ou de produit? Une crise, c'est généralement quand il y a une rupture dans un continuum normal. Il y a une crise, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où tout un secteur économique ou la société va être en rupture avec ce qu'elle pensait, avec les affirmations qu'elle pensait avoir, avec un système. Donc c'est une rupture, à un moment donné, une crise, qui va nécessiter qu'on réfléchisse autrement à l'avenir. Ça veut dire qu'il y a des aspects psychologiques, il y a des peurs, il y a des pertes de confiance, et il y a après de l'économique. Alors, la crise, généralement, elle a différents volets. Elle a toujours une conséquence in fine économique. Alors, l'objectif qu'on a n'est pas que économique à court terme, en tous les cas, parce que les crises, en fait, éviter une crise, je suis pas sûr, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, qu'on puisse éviter vraiment les crises. En revanche, je suis persuadé que suivant la manière dont on traite la crise, on peut avoir des sorties de crise qui sont plus ou moins durables. Et la gestion de crise, qu'on appelle communément la gestion de crise, pour moi en tous les cas, c'est pas tant que d'éviter les crises. Là, je suis encore une fois, des fois un peu sceptique sur cette notion-là. En revanche, je crois vraiment à la capacité d'être en phase et de pouvoir sortir le mieux possible d'une crise pour préparer l'avenir. Alors on y reviendra, mais vous dites on ne peut pas les prévoir. Est-ce qu'on peut quand même les sentir venir? Par exemple, en analysant quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est les signaux faibles. Les toutes petites indications qu'on voit qui font que, au bout du compte, ça se traduira par une crise. Oui, alors quand je dis qu'on ne peut pas les prévoir, c'est qu'on peut effectivement faire une analyse et avoir des signaux faibles en se disant on constate qu'entre la réalité d'un produit, d'une filière, ou la réalité de métier, et la perception qu'en ont les consommateurs, les citoyens ou la société, on a tendance à dire que quand cet écart grandit, c'est effectivement constitutif potentiellement d'une crise. On ne sait pas si ça peut arriver, si ça arrivera, mais ça peut être constitutif d'une crise. Par contre, on peut très bien avoir des accidents qui créent une crise. Et je crois que là, il faut être très clair. Il y a un certain nombre de crises qui ont eu lieu, qu'on ne pouvait pas prévoir, parce qu'on ne pouvait pas penser que tel ou tel événement allait créer la crise, y compris dans le domaine sanitaire. On peut avoir des risques potentiels. Fort heureusement, on ne sait pas si tel ou tel risque potentiel, c'est comme les maladies humaines. On sait qu'il y a potentiellement des maladies humaines. Fort heureusement, on n'a pas toujours des événements graves en termes d'épidémie. Est-ce que ça vous oblige quand même à surveiller en permanence les marchés, mais aussi le comportement des consommateurs, mais aussi l'image dans les médias? Est-ce que ça vous oblige à une surveillance en permanence? Alors, oui, pour la bonne cause de tout le monde. Tout écart entre la réalité et la perception est toujours dangereux à terme. Et là, je voudrais vraiment insister sur quelque chose qui est important. Le XXe siècle, ça a été le règne de la publicité. On a vendu les marques, on a vendu... Voilà. On a oublié que derrière des marques, il y avait des produits. Un fruit, un légume, une viande, du lait. Ce sont des produits. Alors après, il y a des marques qui vont au-delà, mais il y a des produits. Et puis on a oublié une autre chose, c'est qu'il y a des femmes et des hommes qui font ces produits. Donc il y a des métiers. Et donc je pense que notre XXe siècle a tellement valorisé les marques
qu'on a oublié qu'il y avait des métiers et des produits. Et je pense que les plus grosses crises que nous avons souvent à affronter vient du fait qu'on a tellement perdu la connaissance des produits et des métiers qu'on perd confiance. Et là, quelle que soit la marque, c'est le produit qui est remis en cause, c'est le métier qui est remis en cause. Et donc je crois que le 21e siècle, ça sera le siècle des métiers et des produits. On va revenir sur l'explication des systèmes de production, des métiers, des produits. Avec des angoisses qui sont très très fortes, liées à la santé, il y a tout le principe de précaution, mais aussi il y a une sensibilité particulière à sa propre santé et aux propres risques que je vais prendre en consommant quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on le dit assez souvent, il y a un paradoxe. Je pense que très peu de Français consommeraient aujourd'hui les produits qu'on consommait même il y a 30 ans. Pour autant, la réalité, c'est que la perception du risque a eu plutôt tendance à s'accroître plutôt qu'à diminuer. Mais c'est justement, je pense, une des raisons, c'est qu'avant, il y avait des risques alimentaires. Mais les gens, les consommateurs les connaissaient, il y avait une culture. On peut très bien imaginer que quand on est très jeune enfant, quand on a des personnes un peu âgées, là, il faut prendre des précautions supplémentaires. Ça ne veut pas dire que les produits potentiellement sont un risque. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une éducation quand même sur les produits à avoir. Et je pense vraiment que quand on parle de filière, la filière, elle va jusqu'au consommateur. Elle ne s'arrête pas au magasin ou au restaurant. Non, ça va jusqu'à une information du consommateur. Et je pense qu'on ne gérera les crises que si aussi, alors là en préventif aussi, pendant la crise et après les crises, il y a une bonne information des consommateurs. Est-ce que vous avez des outils pérennes? Est-ce que vous avez vous faites faire des sondages ou des choses comme ça qui vous permettent de mesurer en permanence l'évolution des choses? Alors, tous les secteurs, effectivement, font un certain nombre d'analyses et d'études, justement pour mesurer cet écart qu'il peut y avoir entre la réalité des métiers d'une profession et la perception qu'en ont les consommateurs, voire nos concitoyens. Donc oui, il y a des outils, mais là encore une fois, on est dans du collectif, on n'est pas dans la promotion de telle marque, etc. Donc ces outils, il ne faut pas les percevoir comme un essai, parce que souvent on dit, vous voyez, vous faites des grandes études, quelque part c'est peut-être pour à terme influer ou influencer. En collectif, vous savez, du poisson, ça fait très longtemps qu'il y en a, hein, de la viande aussi, dans toutes les religions, il y a des références à la viande, au poisson, etc. Dans les fruits et légumes aussi. Donc on est sur des produits. Il faut bien comprendre que l'action collective, elle est d'abord pour anticiper justement des interrogations, pour anticiper des incompréhensions. Donc de la viande, des fruits et légumes et du poisson ou des céréales, etc. Il y en aura encore, j'espère, dans 100 ans, dans 1000 ans. Donc on n'est pas dans un... Et d'ailleurs, c'est la difficulté qu'on a parfois à expliquer dans nos propres filières avec des opérateurs économiques qui, eux, ont la contrainte économique à court terme, que nous, on est là pour préparer l'avenir. Alors, question de journaliste, ça coûte cher, qui finance? Alors, le collectif, justement, ça doit être... Comme c'est collectif, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Et une stratégie collective, une information collective ou même une publicité collective, parce qu'il n'y a pas que de l'information collective sur les produits, il peut y avoir de la publicité collective. Ben dans ces cas-là, la logique, c'est que ce soit bien réparti auprès de tous ceux qui vont bénéficier de l'action, que ce soit l'ensemble des métiers, que ce soit l'ensemble des produits. Alors imaginons, il y a une crise qui se déclenche, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les priorités? Alors, j'ai tendance à dire que même après de nombreuses gestions de crise, je sais au mieux ce qu'il ne faut pas faire. Mais je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Surtout les erreurs à éviter. Alors voilà, il y a quelques erreurs quand même à éviter. D'abord, éviter de dire c'est la faute des autres. Ça ne règle aucun problème, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas dire des choses dont on n'est pas sûr. On a vu dans de nombreuses crises, y compris non alimentaires, qu'une prise de parole où on est démenti 48 heures après, ça c'est... Alors là, vous créez la crise dans la crise. Dans la crise, voilà. Bien sûr. Donc la deuxième chose, si on ne sait pas, c'est dur de dire je ne sais pas, mais il vaut mieux dire je ne sais pas et on est en train de chercher que d'annoncer quelque chose qui va être contredit 48 heures après. Troisième chose, ne jamais oublier l'information interne dans une filière.
quand vous avez un problème sur un produit, ce qui peut arriver, vous avez des détaillants, vous avez des personnels en restauration collective, vous avez les personnes qui sont dans les écoles. Ces personnes-là, c'est les premiers où le consommateur ou le parent d'élève va aller demander en disant « mais dites-moi, c'est quoi la réalité ?» Donc, on a tendance toujours à dire « oui, il faut expliquer aux consommateurs ». Il ne faut jamais oublier qu'on a d'abord des gens qui sont en contact avec les consommateurs et que ceux-là, ils sont comme tout le monde. Ils n'ont pas plus d'informations que le consommateur lambda. Donc, il faut donner une information à toutes ces personnes qui sont aussi en contact. Donc, déjà, 3 choses importantes. Est-ce qu'il faut une stratégie globale, c'est-à-dire là en l'occurrence, qui associe les professionnels mais les pouvoirs publics? Alors, ensuite, on est dans les crises profondes, on est sur des questions collectives. Donc la réponse, elle doit être collective. Et j'ai l'habitude de dire, pour éviter la cacophonie, je préfère la polyphonie. C'est-à-dire qu'en clair, dire il y a une personne qui va être le référent, qui va répondre à tout. C'est une vue de l'esprit. D'ailleurs, personne n'est omniscient. Donc la vraie solution dans une crise, c'est que chacun intervienne dans son domaine réputé de compétence. Et là, il est très important que le collectif professionnel dise ce qu'il va faire, que les pouvoirs publics disent ce qu'ils vont faire, au sein des pouvoirs publics, que les différents ministères ou un office disent « nous, on est particulièrement compétents à répondre à telle ou telle chose », et c'est plus l'ensemble des personnes ou des institutions qui vont prendre la parole dans leur domaine de compétence, qui vont faire à un moment donné que le citoyen ou le consommateur va dire « bon, il y a une vraie stratégie globale, on nous a bien expliqué les choses, chacun dans son domaine. Moi, professionnel, si demain je porte un jugement sur des problèmes strictement scientifiques et sanitaires, c'est le rôle des scientifiques et c'est le rôle des pouvoirs publics de définir des règles. Ce n'est pas aux professionnels de le faire. En revanche, si les pouvoirs publics expliquent que les professionnels respectent bien les règles, je ne suis pas sûr qu'ils soient très crédibles. Là, il vaut mieux que les professionnels expliquent les raisons pour lesquelles ils ont tout intérêt à respecter les règles. Donc là, on est crédible à le dire. Voilà, donc moi, je crois encore une fois beaucoup, non pas à ce qui est un interlocuteur qui va répondre à tout le monde, mais qui est effectivement des interlocuteurs par domaine d'activité, collectif, public, et quand je dis public, c'est même pluriel, et aussi professionnel. Et après, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Parce que, encore une fois, quand il y a une vraie crise, ce n'est pas un problème d'être plus intelligent que l'autre. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble pour expliquer comment on va régler le problème. Et ça, c'est fondamental dans une gestion de crise. Une bonne sortie de crise, c'est possible? Oui, tout à fait. Je pense qu'une bonne sortie de crise, c'est une crise dans laquelle, lorsqu'on va demander aux gens qu'est-ce que vous avez retenu du problème et qu'est-ce que vous avez retenu des solutions qu'on a apportées au problème, qu'on ait au moins 70% de gens qui disent j'ai bien compris le problème et j'ai bien compris comment on en est sorti. Donc oui, je pense aujourd'hui réellement qu'on peut avoir des bonnes sorties de gestion de crise. Une crise, ça laisse toujours des traces? Oui. Oui. Alors oui, une crise, ça laisse toujours des traces. Aujourd'hui, toutes les crises dont vous avez parlé, je pense qu'elles sont dans l'inconscient collectif. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une crise a été bien gérée ou pas? C'est simplement quand les gens vous disent « oui, cette crise, je la connais, mais j'ai compris ce qu'on a fait et aujourd'hui, si une autre crise de même type arrive, j'aurai déjà un matelas d'informations qui me permettra de mieux comprendre que la dernière fois les explications qu'on va me donner aujourd'hui. » Vous avez un exemple là sur la grippe aviaire. Je pense que c'est un sujet aujourd'hui où les gens ont compris la dernière fois les tenants et les aboutissants pour une grande part et ils sont mieux à même aujourd'hui de comprendre les informations ou les mesures publiques ou professionnelles qui sont prises aujourd'hui. Un mot sur les marchés extérieurs, parce que bien évidemment l'image elle sera endommagée aussi sur les marchés à l'étranger. Comment avoir une action et est-ce que c'est long de recréer une bonne image de l'autre côté de la planète? Alors là-dessus, je vais un peu déborder de la gestion de crise proprement dite. J'ai essayé dans beaucoup de filières de mettre en avant le fait que le meilleur outil anti-crise, c'est la confiance. Pour la confiance, il faut de la traçabilité et pour la traçabilité, notamment dans les produits frais,
il faut une information sur l'origine des produits. Parce que l'information sur l'origine, ça permet de faire comprendre qu'il y a une traçabilité, qu'on peut intervenir. Et la France, c'est vrai, est souvent très en pointe sur l'origine. Alors on nous dit, ah ben c'est un peu chauvin. Donc d'abord, les Français sont très ouverts. S'il y a bien un pays qui accepte des produits venant de partout, c'est bien la France. Donc c'est pas un problème d'être chauvin, c'est un problème de responsabilité. Quand un pays comme la France exporte énormément de vin, de viande, de fruits et légumes, le fait qu'on dise, nous on va vous dire que c'est un produit français, avant d'être chauvin, c'est d'abord une énorme preuve de responsabilité et de confiance qu'on a dans nos produits. Et quand nous avons un problème, comme on dit que c'est français, on sait nous retrouver. Donc l'idée parfois au niveau communautaire qui est de dire que l'origine serait une entrave aux échanges, serait pas de nature à bien mettre en avant l'Europe, alors je m'inscris totalement en faux. Je crois au contraire que l'Europe se grandit toujours lorsqu'elle démontre que chaque pays est responsable de ses produits et accepte de mettre en avant ses produits. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas cumuler en même temps la traçabilité et l'origine nationale avec le concept européen, puisque nous avons des règles européennes communes que nous devons aussi expliquer aux pays tiers. Donc pour revenir à l'exportation au sens propre, pas les échanges intracommunautaires, oui, évidemment, on a bien vu que à partir du moment où nous sommes responsables de nos produits, qu'il y a une vraie traçabilité et une mention d'origine, c'est vrai que quand il y a un problème, les marchés extérieurs, c'est facile pour eux de dire on ne veut plus de tel produit. Mais là, comme nous connaissons nos produits, il faut aller réouvrir les marchés. Et là aussi, la réouverture des marchés, elle ne peut pas se faire que par les professionnels tout seuls. On a besoin des pouvoirs publics, que ce soit de France Agrimaire, que c'était le cas des offices par produit à l'époque, ou évidemment du ministère de l'Agriculture ou du ministère des Affaires étrangères ou du Commerce extérieur. Là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout seul, professionnel tout seul, on n'y arrive pas. Pouvoir public sans professionnel, ça ne sert à rien. Donc là encore, quand on va rouvrir des marchés, on y va ensemble avec une stratégie commune. Vous attendez la prochaine crise ou les prochaines crises ? J'ai tendance à dire que les crises sont presque... quand on regarde les crises économiques, plus d'autres types de crises, j'ai presque tendance à dire qu'on doit être toujours dans une posture de réponse. Voilà, on doit s'attendre à... Moi, je pense aujourd'hui que le meilleur antidote de la crise, c'est quand même la confiance. Donc, deux choses. Je pense qu'il ne faut pas attendre les crises pour donner une information. L'information, elle doit être proactive parce que aller à l'encontre de ce que les gens pensent alors que c'est faux, c'est très compliqué. Donc, il vaut mieux être proactif. C'est difficile parce que parfois, quand ce n'est pas dans l'actualité, même si vous voulez le dire, on n'en parle pas trop, c'est pas dans l'actualité. Donc il faut trouver de nouvelles formes de communication. Et c'est pour ça que nous avions dans la loi d'avenir agricole demandé à ce qu'on puisse avoir une nouvelle forme de communication, qui est la communication informative, avec des espaces d'information, pour que même quand il n'y a pas de crise, même quand il n'y a pas un problème particulier, et fort heureusement dans 90% des cas nous n'avons pas de problème, nous utilisions ces moments pour donner une information, pour expliquer, et qu'on n'attende pas toujours qu'il y ait telle ou telle crise pour expliquer tout ce qu'on a fait. Or aujourd'hui, je trouve que la dichotomie qu'il y a en gros, c'est soit les journalistes parlent, soit c'est de la pub. Alors c'est bien pour le citoyen la presse, c'est bien pour l'acheteur pour la publicité, mais le citoyen consommateur, on l'a oublié. Donc je pense qu'il faut être innovant également en matière de communication. Il faut inventer quelque chose qui est ni de la publicité, ni l'information que fait la presse, mais une forme de communication informative. Parce que quand la France prend des décisions en matière de phytosanitaire, en matière de bien-être animal, en matière d'environnement, on a aussi des décisions franco-françaises qui sont prises. Qu'on m'explique pourquoi, quand on prend une décision, on ne le dirait pas à tous nos concitoyens. Donc il faut mettre en place cette communication informative, simplement parce que dès qu'on prend une décision collective, il est légitime que collectivement on informe nos concitoyens de la décision qui a été prise. Et si on ne le fait pas, c'est pas naturel. C'est pas parce que dans un bureau on prend une décision que tous les Français sont au courant de la décision qu'on a prise. Et si on les informe pas, on accroît les distorsions de concurrence, voire les pertes de compétitivité de la France. On a raison de prendre un certain nombre de décisions, mais on a toujours tort de prendre une décision et de le dire à personne. Merci Louis Orenga. Merci à vous.